La baie d'Along, merveille du monde au large des côtes du Tonkin, une paix superbe, suprême. Et pourtant, 13 août 1945, le comité d'insurrection Viet Minh décide l'offensive générale. 28 avril 1956, les dernières troupes françaises quittent le Sud-Vietnam. Entre ces deux dates, la guerre d'Indochine. Qui y aurait pu imaginer cela entre les deux guerres mondiales, alors que nous, Français, considérions l'Indochine comme le fleuron de notre domaine colonial. Tonkin, Cochinchine, Annam, Cambodge, Laos, cela voulait dire 24 millions d'autochtones et 40 000 Français venus de France. L'Indochine vendait 1 500 000 tonnes de riz par an, l'un des plus gros exportateurs mondiaux. À l'école, nos maîtres nous parlaient avec orgueil de l'Indochine pacifiée, pacifique, où une population reconnaissante était désormais et pour toujours attachée à la France. L'Indochine heureuse. Quand en décembre et janvier 1921, le vainqueur de la bataille de la Marne, le maréchal Joffre, y est venu en visite officielle, le spectacle qui a été donné à ce héros national lui a confirmé cette réussite. Après avoir parcouru Saïgon au milieu d'une ovation ininterrompue, Joffre a glorifié la manière dont les fils français d'Extrême-Orient ont couru au secours de la France pendant la guerre. Et il a ajouté « J'avais laissé en Indochine, il y a 30 ans, une partie de mon cœur, je suis venu l'y retrouver. » Plus on allait et moins on en doutait. L'amalgame entre colonisateurs et colonisés paraissait exemplaire. Coexistaient des monuments qui n'auraient pas déparé une préfecture de France et des quartiers où l'Asie s'épanouissait dans son grouillement millénaire. Certes, dans la dernière décennie qui a précédé la guerre, la colonie avait traversé quelques troubles, mais on y avait mis fin rapidement. De quoi les indigènes se seraient-ils plaints? Les techniques européennes associées à l'expérience locale avaient permis de multiplier le rendement des terres et des cultures. Celle de l'EVA avait pris une extension considérable. On exportait 60 000 tonnes de caoutchouc par an. De grandes affaires métropolitaines et les banques françaises y trouvaient leur profit. Et cela donnait du travail à une population dont la majorité d'ailleurs ne vivait pas autrement que 1000 ans plus tôt. La bonne foi des responsables de notre politique en Indochine était totale. Mais elle n'avait d'égal que leur cécité. Comment pouvaient-ils croire que ces millions d'hommes et de femmes, à qui l'on répétait que la France était la patrie des droits de l'homme, à qui l'on avait appris notre devise, liberté, égalité, fraternité, comment pouvaient-ils croire que ces gens se satisferaient éternellement du statut de colonisés à la veille de la guerre de 1939? Il n'y avait en Indochine ni liberté de réunion, ni liberté d'association, ni liberté de la presse, ni droit de vote. Les Japonais l'espèrent. Et bientôt, ils encouragent les Vietnamiens à se libérer des Français. En 1945, fin août, Ho Chi Minh et Giap plantent à Hanoï le drapeau de la République. L'empereur Bao Dai proclame l'indépendance du Vietnam et Norodom Sihanouk celle du Cambodge. Et voici que dans toute l'Indochine se lève pour les Français la terreur. Chaque nuit, ces Vietnamiens dont on se croyait aimer choisissent une maison, en égorgent les habitants.